Contact extraterrestre avec la planète Yahuva. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Yahuva, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Michel Desmarquet a été dans l'armée française, puis commercial en France. Il s'est installé ensuite en Australie, où il menait une activité de fermier. Il habitait depuis 1985 au sud de Cairns, à Déral, avec sa femme, du côté est de l'Australie. À l'âge de 58 ans, une nuit de juin 1987, il se réveille vers minuit et demi, sans réveiller sa femme qui dort dans le même lit, se sent frais et dispo et se croit le matin, et sans savoir pourquoi, il s'habille et laisse un mot écrit à sa femme, lui disant de ne pas s'inquiéter, car il va s'absenter pendant 10 jours. Il sort de chez lui dans son jardin, fait quelques pas, et il est emporté dans les airs, tout en observant une distorsion visuelle de l'environnement, car il est transféré sans le savoir dans une autre dimension de la réalité. En fait, il était sous une influence télépathique qui l'a guidé à agir aussi bizarrement sans réfléchir, à des fins d'un enlèvement par des extraterrestres qu'il avait choisis. Il voit sa maison devenir petite, pendant qu'il s'envole. Il a peur, et se demande ce qui se passe. Il voit alors apparaître une femme de 3 mètres de haut environ dans les airs, qui lui parle et le rassure. Elle s'appelle Tao. Elle lui dit qu'elle l'emmène vers une dimension dans laquelle le temps ne s'écoule pas, où vont les êtres qui sont parfois piégés par accident dans le triangle des Bermudes, quand ils disparaissent. C'est un univers parallèle qui est un accident de la nature, et qui existe depuis très longtemps. Ils l'ont emmené par un sas dimensionnel, qu'ils ont ouvert pour lui. L'environnement autour a complètement changé, et il voit un nouveau paysage avec un sol, où vivent des êtres et animaux piégés. Il y voit des hommes préhistoriques, et d'autres de diverses époques. Il est emmené par Tao jusqu'à son vaisseau spatial appelé Alatora, qui est stationné en lévitation au-dessus du sol dans cette dimension, pour les y attendre. Le vaisseau est une énorme sphère bleue, et ils s'y rendent par lévitation jusqu'à un sas qui s'ouvre, grâce à un gadget technologique en forme de médaillon, que porte Tao sur sa combinaison. Leur vaisseau arrive toujours dans cette dimension quand il vient sur Terre, pour ne pas être perçu par les humains pendant qu'il stationne. On lui explique qu'il va être emmené sur leur monde appelé Yahuva, orthographié Tiaouba par Michel, mais il indique que cela se prononce en fait Yahuva. Ils l'ont choisi pour être témoin de tout ce qu'ils lui montreront et diront, en lui demandant de rapporter le tout dans un livre à son retour, afin de partager ces informations aux terriens qui s'y intéresseront. Il ne comprend pas pourquoi ce n'est pas un journaliste, ou un écrivain, qui a été choisi. Ils expliquent que justement ces gens-là ont été exclus, car ils cherchent le sensationnalisme et distordent la vérité pour les uns, ou sont dans les effets de style plutôt que dans le fond pour les autres. Ils voulaient quelqu'un d'honnête et droit, et de plus qui a été choisi pour des raisons karmiques particulières, qui lui seront révélées plus tard. Sur le chemin vers leur monde, ils font une halte sur la planète Aremo X3. Son peuple d'apparence humaine, ressemblant à des Polynésiens, a eu une civilisation avancée qui s'est entièrement détruite par une guerre nucléaire, il y a 150 ans. Aujourd'hui Yahuva aide les survivants qui souffrent de mutations, mais il ne se montre jamais au peuple de Aremo. Yahuva aide, par la destruction à distance de certains dangers, comme des animaux mutants géants, qui attaquent parfois les survivants de Aremo. Aussi il y a une aide par l'introduction de faune permettant de régénérer leur monde, ou autre aide sans se faire voir, depuis leur orbite, en envoyant des sondes téléguidées qui agissent pour eux. Ils surveillent leur nouvelle évolution sans interférence visible. Yahuva veut avertir la Terre du danger potentiel de destruction atomique, comme cela a eu lieu sur Aremo X3, et comme cela existe en termes de danger pour tous les mondes qui progressent technologiquement, tout en n'étant pas capable du comportement éthique et spirituel qui doit être associé. Ce danger menace de nombreux mondes en évolution, et la Terre a ce risque. Michel est là, pour avertir que la Terre a pris une mauvaise tournure, dangereuse. Un nettoyage du corps de Michel est fait, pour élimination des germes internes, et harmonisation de son corps à un niveau égal à celui de Tao et des siens. Cela a lieu par une substance ingérée, qui le met en sortie hors de son corps dans l'astral, durant plusieurs heures, pendant lesquelles son corps est nettoyé. Il visitera tout le vaisseau en état décorporé astral. Puis refera une visite, une fois repris son état normal dans son corps, en compagnie de Tao. Il lui est présenté l'équipage dans la salle de contrôle du vaisseau. Il se déplace à de nombreuses fois la vitesse de la lumière, mais Tao dit qu'il n'y aura aucun élément technique expliqué, sur la façon de faire mouvoir leur vaisseau ou autre. Ils veulent seulement lui montrer d'autres façons de vivre, et le but spirituel de la vie, en l'emmenant sur leur monde. Leur monde est une planète de gravité inférieure à la Terre. C'est la raison de leur plus grande taille, allant de 2,80 m à 3,10 m environ. Ils ont aussi des forêts avec des arbres géants de 200 mètres de haut.
Tao et les siens ressemblent tous à des femmes aux cheveux blonds et longs, selon diverses nuances de blond. Leurs yeux sont bleus ou mauves, leurs hanches sont plus larges qu'un homme. Leur peau est de la couleur de la peau des femmes arabes, disait Michel. Mais il apprend avec surprise qu'ils sont hermaphrodites, ne sont ni hommes ni femmes. Ils peuvent engendrer eux-mêmes tout seuls un enfant, quand et s'ils le désirent. Dans le vaisseau ils portent une combinaison, une sorte d'uniforme gris. Mais chez eux, ils portent des robes multicolores, dont les couleurs dépendent de leur aura énergétique. Ce qui frappe Michel en arrivant sur leur planète, est qu'elle est nimbée de particules dorées qui enveloppent toute la planète et emplissent l'atmosphère, comme une brume dorée. Il la surnommera la planète dorée, et c'est le titre du livre en version française. Ils ont la capacité de se rendre invisibles, de changer leur corps de taille, et devenir de la taille d'un terrien pour passer inaperçus. Ils ont la capacité de régénérer leurs cellules pour faire vivre leur corps autant qu'ils le veulent, indéfiniment. Ils sont télépathes. Ils ont de manière naturelle, des capacités d'action de l'esprit sur la matière, et font léviter des objets pour les amener à eux, peuvent léviter et se déplacer eux-mêmes dans les airs, par leur pouvoir psychique. Ils peuvent à volonté partir en sortie astrale, et aller dans les annales akashiques, pour voir le passé de n'importe quel lieu ou personne n'importe quand, sans technologie. Ils peuvent guérir une personne malade. Ils peuvent faire revenir quelqu'un à la vie en guérissant le corps, et rappelant l'âme partie. Ils peuvent voir dans l'avenir tout le tracé de vie d'une personne, et d'autres choses. Dans leur monde, Michel se sent très léger, et on lui explique qu'il pèse 47 kg au lieu de ses 70 kg sur Terre. L'environnement émet une lumière ambiante avec des énergies hautement plus intenses que sur Terre, et il doit porter en permanence une visière qui filtre la lumière, sans quoi cela lui provoque un malaise puissant. Ce filtre sera diminué en puissance, au fur et à mesure de son séjour, pendant que son corps s'adapte à cette lumière. Il lui est donné la capacité de voir les auras pendant tout son séjour. Les gens volent à grande vitesse dans les airs, à l'aide d'un dispositif de pilotage qu'ils portent en ceinture sur eux. Ils savent voler par leur psychisme, mais cela demande une concentration soutenue dans la durée, et de plus, ils volent à faible vitesse dans ce cas, en comparaison du vol technologique individuel. Michel pourra expérimenter le vol avec ce gadget lui-même, vers la fin de son séjour, après une initiation, et fera des promenades avec. On lui fait découvrir l'environnement. Il découvre leur grand continent, mais aussi une mer et plusieurs îles, en promenade par une plateforme volante, très peu utilisée par eux, pour transporter ensemble plusieurs personnes ou objets, car le vol individuel est leur mode normal de déplacement. Il verra des habitants prenant le soleil sur des plages, et survolera des animaux marins de type dauphin. On l'emmène aussi en survol au-dessus d'une forêt d'arbres géants, et en promenade dedans. Il voit des papillons géants de 1 mètre, qui irradient des couleurs lumineuses, ou des grands oiseaux magnifiques. Le sol de la forêt est recouvert de plantes sauvages, et de fleurs. Les insectes et les plantes émettent ensemble un son, harmonieux, qui produit une énergie environnante devenue symbiotique à leur monde. Il a vu aussi des champs cultivés, et des habitations. Leurs habitations, appelées des dokos, sont toutes en forme d'œuf, orientées de bas en haut, ou couchées de côté. En fait c'est un champ de force, généré par un noyau central, posé sur un petit meuble, qui émet une paroi d'énergie qui enveloppe l'air au-dessus, et la terre au-dessous. Cette paroi est opaque de couleur blanchâtre vue de l'extérieur, mais transparente depuis l'intérieur. Elle protège du vent, de la pluie. Elle se laisse traverser par un corps solide qui veut entrer en appuyant dessus, pas de porte donc pour entrer. Le noyau central est inamovible car pour le bouger, il faut bouger le champ de force qu'il génère à distance fixée, dont la moitié englobe le sol, donc il faudrait bouger des tonnes de sol avec. Ils indiquent qu'il existe 9 types de mondes, classés en fonction de leur niveau de conscience et d'évolution spirituelle. La Terre fait partie des mondes de niveau 1, le plus bas, appelé les mondes de misère, où on y expérimente la souffrance. Leur monde fait partie des mondes de catégorie 9, c'est la raison du titre du livre en anglais, la 9e planète. Ils disent qu'il n'y a que 3 mondes de cette 9e catégorie connus d'eux, dans notre galaxie. Comme remarque qu'on pourrait faire, les Apuniens de la galaxie X9, seraient probablement un monde de la même catégorie ou juste au-dessous. Ils sont très proches de la source créatrice, au niveau de notre galaxie, et fusionnent parfois avec elle consciemment, pour les plus sages d'entre eux. Ils sont missionnés par la conscience de la source dans notre galaxie, pour aider des mondes de plus basse catégorie de conscience, afin que le but unique de la vie tel qu'élaboré par la source s'applique, qui est l'évolution spirituelle. Leur aide dans la galaxie, consiste à aider à enlever les obstacles, qui empêchent le développement spirituel des mondes moins avancés qui leur sont confiés, et faire en sorte qu'ils suivent un chemin, qui n'apporte pas de régression ou stagnation spirituelle. Tao explique à Michel qu'il y a 9 corps spirituels chez l'homme,
et parle des chakras, qu'ils appellent Karola. Tao lui parle de la Kundalini, qu'ils appellent Palantus, et donne diverses informations sur la création universelle. Leurs conseils de cette sage président aux décisions les plus importantes. Ils prennent parfois des décisions qui impactent la Terre. Par exemple, ils expliquent être intervenus pour permettre aux scientifiques de l'Alliance, lors de la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir l'arme nucléaire avant l'Allemagne. Ceci car elle allait l'avoir, et l'utiliser pour détruire et dominer les peuples, et installer une régression spirituelle énorme et longue sur Terre. Ils sont donc responsables aussi de notre usage de l'arme nucléaire, qu'ils monitorent, puisqu'ils l'ont donnée à un camp pour sauver l'humanité à ce moment-là. C'est uniquement à cause de la régression spirituelle, prévue avec le camp nazi en place en cas de sa victoire, qu'ils sont intervenus, pas pour sauver des vies ou arrêter une guerre. Concernant l'histoire de la Terre, il est expliqué que ce sont des êtres d'une planète appelée Baccaratini, de la constellation du Centaure, qui sont venus coloniser la Terre il y a 1 350 000 ans. Ils s'étaient détruits par une guerre nucléaire, entre les deux races de la planète, noire et jaune, qui l'occupaient depuis 8 millions d'années. Il restait seulement quelques centaines de survivants, sur plusieurs milliards. Yahuva les a aidés discrètement sans se montrer, en réintroduisant de la faune et de la flore dans leur monde, et leur population a commencé à croître dans la paix cette fois-ci. Mais leur monde devenait impropre à la vie, alors ils ont cherché un endroit à coloniser, avec des explorations interstellaires. Dans notre système, ils ont trouvé 2 planètes vivables, la Terre, et Mars qui étaient déjà habités par des êtres spirituels, mais sans technologie, d'apparence mongoloïde de petite taille. Mars possédait une faune très pauvre, et quelques animaux. Ils ont compris que la vie était en train de s'éteindre sur Mars aussi, et sont allés sur la Terre. Ils se sont installés en paix sur Terre, et ont fondé des civilisations. La race des Noirs est allée en Australie, puis plus tard en Afrique. Les Jaunes sont allés en Asie. Ils ont importé des animaux depuis leur monde, dont le kangourou qui vient de leur planète. Puis, il y eut des dérapages spirituels dans le temps, nécessitant une intervention de Yahuva. Le peuple de Yahuva peut projeter des illusions dans l'esprit des gens, pour leur faire vivre complètement de manière réaliste, toute une scène qui n'a jamais eu lieu, sans aucune possibilité de la distinguer de la réalité. Ils peuvent ainsi manipuler un esprit, et se faire passer pour Dieu, ou inspirer des rêves et des visions, ou créer un faux scénario, afin de faire changer des mauvais comportements. Tao en a fait la démonstration à Michel, en lui faisant vivre un accident de leur vaisseau, qui se disloquait durant leur voyage, et Michel a compris que c'était factice après coup seulement. Il pensait vraiment mourir et sentait son corps projeté dans l'espace froid. Cela n'a pas été long, car ce n'était pas de la cruauté, mais une démonstration. Les vaisseaux interstellaires des colons de Baccaratini sur Terre n'étaient plus maintenus, et leurs principes oubliés en grande partie, ils avaient construit des vaisseaux capables de vol à antigravité en vol proche qui marchaient. Une catastrophe naturelle se produisit sur Terre, un astéroïde entrant en collision, qu'ils ne pouvaient pas empêcher. La Lune n'existait pas encore autour de la Terre, et donc ils n'avaient pas de point de repli, car leur vaisseau ne pouvait plus voler qu'en espace proche sans capacité interplanétaire, et avec durée limitée de support vital. Ils ont prévu d'envoyer tous leurs vaisseaux restants en orbite, près de 200 engins, pour sauver le plus de monde trié avec des compétences techniques diverses, pour reconstruire après la catastrophe qu'ils voyaient arriver inéluctable. Mais le choc fut si terrible, qu'il fit pivoter la Terre sur son orbite, et le mouvement planétaire détruisit quasiment tous les vaisseaux, dont l'envol eut lieu à la dernière minute, à cause d'une erreur sur leur estimé de collision. Les vaisseaux épargnés durent atterrir une fois leur vivre épuisé en orbite, mais les vents de 400 km/h partout sur la planète, fracassèrent leurs engins. Aucun ne put survivre de ceux envoyés en orbite. Il y eut des survivants, par-ci par-là, mais plus aucune connaissance technique n'était disponible, et on trouvait seulement des survivants dispersés démunis, qui rebâtirent un monde peu à peu, où tout de leur ancienne civilisation était perdu. Le continent de Mu, apparu suite au cataclysme planétaire, fut colonisé par la race des Jaunes. Une race blanche dont il n'est pas expliqué la provenance, mais qui est arrivée des étoiles aussi, s'est implantée sur le continent de l'Atlantide. Mais ils échouèrent à garder leur colonie, et régressèrent jusqu'à l'état primitif. Puis une expédition d'exploration interstellaire, d'Aremo X3, découvrit la Terre. Ils cherchaient un monde où s'installer, car ils étaient en surpopulation. Ils ont l'apparence de Polynésiens de grande taille. Après être arrivés en Chine, où ils furent reçus par l'agressivité, et dont il reste trace de leur vaisseau dans notre histoire, par les légendes des dragons dans le ciel, ils partirent s'installer sur le continent de Mu. Ils y fondèrent la grande civilisation de Mu. La colonie de Jaunes qui était partie là-bas s'étant éteinte.
La Lune était déjà arrivée sur son orbite en ce temps-là, et ceux de Aremo X3 ont construit une base de repli sur la Lune, en cas de problème sur Terre. Mu avait construit des grandes pyramides, et avait des technologies antigravitationnelles de transport des blocs de pierre, de leur découpe par le son aussi. Ils fondèrent des colonies en Amérique du Sud et centrale, et au sud de l'Asie. Ils bâtirent Tiahuanaco. Une peuplade de Mu, les Mayas, de grands blonds aux yeux bleus, colonisèrent le continent de l'Atlantide, et y fondèrent une civilisation florissante. Les technologies utilisées étaient les mêmes, et le fondateur de l'Atlantide, Thoth, y fit créer aussi des pyramides. Elles ne sont pas décoratives, et servent à collecter l'énergie environnante qui est la base de leur technologie, et servent aussi d'instruments permettant le contrôle météo, qui leur permet de créer des zones fertiles de culture pour nourrir les habitants. Des peuples venant de Mu émigrèrent en Égypte, où ils importèrent leur culture et construisirent des pyramides aussi. Yahuva était en contact non dissimulé avec Mu, car ils étaient assez avancés, et les vaisseaux de Yahuva se posaient pour rendre visite à leurs habitants. Les chiffres dits arabes viennent de Yahuva en fait, et ont été repris par Mu. Des scènes de vie dans la capitale de Mu sont montrées à Michel, par les annales akashiques. Ils voient une grande allée menant à la grande pyramide dans leur capitale, bordée de statues de l'île de Pâques. Cette île était ce qui reste d'une de leurs carrières. À ce propos, les statues de l'île de Pâques représentent de façon stylisée les visages des gens de Yahuva, qui sont honorés par ceux du peuple de Mu. Michel voit des scènes de gens marchant dans les rues, se déplaçant sur des plateformes volantes parfois. Des soucoupes volantes vont et viennent pour débarquer des gens vers une sorte d'aérogare. Les dirigeants de Mu gardaient secrète une grande partie de leurs connaissances scientifiques, par exemple l'énergie nucléaire, l'antigravitation, et les ultrasons, afin de maintenir leur suprématie sur la Terre, et de garantir leur sécurité. Michel voit aussi le cataclysme qui a détruit Mu. La cause semble être sismique, naturelle ou pas, non expliquée. Un énorme mouvement des fonds de la Terre, qui a englouti le sol, fait sortir des volcans. Le continent est englouti rapidement, et des Yahouvans qui étaient là sur place se sauvent in extremis avec leurs vaisseaux, et essaient d'assister les survivants. C'était il y a 14 500 ans. Il n'est pas parlé de la fin de l'Atlantide, si elle a eu lieu en même temps ou pas du tout. Yahuva parle aussi d'un peuple venu d'une planète appelée Ebra, d'une catégorie spirituelle supérieure à la Terre, dont la planète mourait, et qui cherchait un monde de la même catégorie qu'elle pour aller s'y installer. Un vaisseau d'exploration supraluminique de leur peuple eut un incident grave, les conduisant à atterrir en urgence sur Terre vers la Russie, il y a 12 000 ans. Ils ne voulaient pas vivre sur Terre, qui était d'une catégorie spirituelle inférieure, le choc culturel aurait créé un danger pour leur survie. Suite à leur accident, et une explosion en tentant de réparer, il ne resta que 3 survivants sur les 8 membres d'équipage, et un vaisseau détruit. Bloqués sur Terre, les 3 survivants marchèrent vers le sud chercher plus de chaleur, sur des centaines de kilomètres, et ils s'installèrent en Israël. C'était un homme et 2 femmes. Elles furent toutes 2 enceintes de l'homme. Ils se défendirent des attaques des peuplades primitives, avec leur technologie avancée. Yahuva eut connaissance d'eux, une fois qu'ils s'étaient installés en petits groupes isolés, et a pensé que leur groupe serait rapidement absorbé par les autres peuples environnants. Mais ils restèrent entre eux, se reproduisant entre eux, et gardant leur génétique intacte, et furent le peuple des Hébreux. Avec le temps, les descendants oublièrent leur technologie et leurs origines, mais Yahuva considéra leurs descendants non mélangés aux terriens, comme appartenant génétiquement au peuple de Hébra. Ils les aidèrent plusieurs fois, les punirent aussi, car les descendants avaient régressé par rapport à leurs origines. Toujours comme ils le font avec des peuples moins avancés qu'eux, ils firent tout à distance avec des sondes, sans se montrer directement. Et ils furent pris pour Dieu, appelés Jéhovah, provenant du nom de leur civilisation Yahuva qu'ils ont donné quand les Hébreux leur ont demandé qui ils étaient. Quand Yahuva vit que les Hébreux étaient des prisonniers sans libre arbitre de l'Égypte, et donc incapacités dans leur développement spirituel, ils envoyèrent quelqu'un d'un monde de 8e catégorie spirituelle, en mission, pour s'incarner en le dénommé Moïse. Yahuva précise que l'histoire qu'on a est fausse. Moïse était né égyptien, et pas hébreu. Il jouait avec les Hébreux depuis tout petit, et ne supportait pas leur traitement. Il dut fuir l'Égypte à cause d'une fausse accusation portée contre lui, en raison de son amitié avec les Hébreux. Ces derniers étaient 375 000 quand Moïse les sortit de l'Égypte. Ils ne traversèrent pas la mer Rouge, mais la mer des roseaux.
3 vaisseaux de Yahuva ouvrirent le chemin dans la mer, avec des champs de force. Le pharaon avait tenu sa promesse de les libérer, il n'y eut jamais de course-poursuite des Égyptiens, ni de mer refermée sur eux. De manière générale, beaucoup de choses de l'histoire biblique, concernant l'intervention de Yahuva avec les Hébreux, sont fausses selon eux. Lorsque les Romains ont pris le contrôle d'une partie du monde, Yahuva a vu que cela allait induire une régression spirituelle importante sur la planète. Alors ils ont compté sur les origines supérieures des Hébreux dans leur mémoire génétique, pour qu'ils soient leur instrument porteur de spiritualisation pour contrecarrer la régression romaine. C'est à partir de là que les Hébreux se sont dit le peuple élu, car ils avaient été choisis par Yahuva pour disséminer des valeurs spirituelles. Pour cela, Yahuva s'est servi du mythe du Messie dans leur religion, afin d'envoyer l'un des leurs pour impulser la nouvelle spiritualisation. Ainsi ils ont envoyé Jésus-Christ. Ils ont implanté un embryon à une jeune femme appelée Marie, pour cristalliser l'idée d'un événement remarquable auprès du peuple, par la conception miraculeuse. Ils ont accompagné la naissance de Jésus de signes, avec leur technologie, l'étoile qui apparut dans le ciel qui était un vaisseau en altitude, l'apparition aux bergers c'était eux, etc. L'âme qui était incarnée dans Jésus était celle d'un être avancé, mais à cause de l'oubli de l'incarnation, il y aurait trop à apprendre, pour retrouver des capacités suprahumaines miraculeuses, qui puissent marquer les consciences. Il a été accompagné par Yahuva pendant un temps. Puis, l'un des habitants de Yahuva appelé Arioch, a été physiquement modifié pour avoir la même apparence exacte que Jésus, à l'âge de son remplacement, et pendant que le Jésus humain continuait sa vie spirituelle en Chine, et au Japon, où il a fini sa vie très vieux, le Jésus qui œuvrait en Galilée était un être de Yahuva avec sa pleine conscience et ses capacités, juste modifié extérieurement pour apparaître humain, et amené en vaisseau sur terre dans le désert. Il a utilisé leurs capacités pour faire ce qui est connu comme les miracles. Yahuva s'est trompé sur le comportement des Hébreux, quant à leur capacité de diffusion de l'enseignement spirituel d'amour porté à travers lui, ils l'ont rejeté totalement. Le corps de Arioch est gardé intact dans un sanctuaire des êtres, qui ont eu de grandes missions spirituelles accompagnées par Yahuva sur d'autres mondes, dans un doko appelé le doko d'or. Il y a 147 corps dans ce sanctuaire, de toutes sortes de races extraterrestres, dont celui de Arioch appelé Jésus. Michel a pu voir ce corps, et celui des autres dans le doko d'or, et en a fait faire des dessins précis. On remarque que là, on n'est plus en accord avec l'histoire des Apouniens, qui disent que Jésus est l'un des leurs, appelés Zé. Il sera donné l'occasion à Michel de rencontrer un autre être extraterrestre nommé Arki, d'une planète dont il a été demandé que son nom ne soit pas donné. Il est venu sur demande de Yahuva, avec son vaisseau qui n'est pas capable de dépasser la vitesse de la lumière, pour rencontrer Michel, et lui parler de son monde, qui est de la première catégorie des mondes de misère, comme la Terre. Ils ont 15 milliards d'habitants et ont vécu un holocauste nucléaire, des guerres, des famines, la répression, des dictatures, etc. Mais ils ont entamé une réforme de leur monde depuis 80 ans, une révolte générale pacifique qui a paralysé leur système. Les forces de l'ordre qui avaient ordre de tirer sur les gens, qui étaient aussi de leur famille, ont refusé. Et ils ont réussi la transition sans violence, à renverser leur système et changer leur monde. C'est pour nous donner cet exemple qu'il a été invité à parler de cela à Michel. Malheureusement Arki décédera d'un accident dans son vaisseau, lors de son retour sur son monde, à la suite de leur entrevue. Michel écrit en français, le manuscrit de son histoire en 1989. Il fera des conférences en Australie, et aux États-Unis, dans les années 1990. Un livre, traduisant son manuscrit, est paru en anglais en 1993, sous le titre « Enlèvement vers la 9e planète ». Des interviews de Michel, réalisées par la télévision japonaise en 2003, sont disponibles sur Internet. Il divorce au milieu des années 1990, et part s'installer au Vietnam, dans un lieu qui lui rappelle un peu Tiahuba, et se remarie là-bas. Ce n'est qu'en 2015, que le livre sera traduit en français depuis l'anglais, car le manuscrit original en français a été perdu. Il paraît sous le titre « Tiahuba, la planète dorée » aux éditions Be-Light. Il décédera au Vietnam en 2018, à l'âge de 86 ans. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.